Au niveau de la deuxième partie, nous parlions, pour un rappel, nous parlions des qualifications que le secrétaire général devrait avoir. Donc nous avons défini un peu les compétences qu'il qu'il devrait éventuellement avoir pour pouvoir faire correctement son travail. Donc dans cette troisième partie de la vidéo numéro 2, dans le cas de la CEI, le secrétaire général est un ancien préfet de région à la retraite qui a été rappelé et nommé par décret présidentiel avec rang de directeur général, immédiatement remis à la retraite juste à la fin du cycle électoral, avec les félicitations de ses mandants pour mission bien accomplie, troisième mandat assuré. En effet, le secrétaire général, n'ayant aucune qualification technique, n'a fait montre d'aucune compétence en la matière. D'ailleurs, il n'était même pas venu pour cela. Il avait une mission bien précise, celle d'organiser surtout les élections présidentielles de 2020 et autres, et veiller à ce que ce système électoral frauduleux soit maintenu en l'état et exécuté à la lettre et dans l'esprit. En le faisant ainsi, le candidat président gère le volet politique, administratif et technique de toute opération électorale. Donc gère non seulement le système électoral, mais plus précisément tous les processus électoraux, mais aussi l'organisation administrative de la CEI, donc toute l'institution. Ça ne sera pas étonnant d'entendre un jour qu'on dise que la carte du parti politique majoritaire dans les instances de la CEI était exigée pour tous ceux qui devraient travailler dans cette institution ou occuper des postes importants. Je ne dis pas que ça se fait maintenant, mais je dis que demain, ce ne serait pas étonnant qu'on entende ça. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Quatrième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. La nomination d'un secrétaire général par décret présidentiel, tout comme le président de la CEI, les met dans un autre imbroglio organisationnel et administratif. Dans la hiérarchie administrative de la CEI, le président est le supérieur du secrétaire général de la CEI. Mais en pareille situation, il ne peut pas le démettre. Seul le président de la République peut démettre quelqu'un qui a été nommé par lui et lui seul. Dans ce cas, est-ce qu'on peut affirmer que le secrétaire général travaille sous les instructions du président de la CEI sur la base de la politique et la vision de celle-ci? Est-ce que le président de la CEI a les moyens d'amener le secrétaire général à regarder dans le même sens que lui, dans le cas où les visions ou les missions seraient opposées? Est-ce que la nomination du secrétaire général de la CEI par le président candidat ne vient pas pour contrôler ses mandataires de la commission centrale ou pour solidifier son emprise sur la CEI? Alors dans ce cas, cette situation inédite nous révèle de façon claire et sans ambiguïté la position personnelle et partisane du président de la CEI. Parce que le contraire devrait créer une crise institutionnelle et organisationnelle à la CEI, montrant le fait de l'impossible cohabitation entre une vision de quelqu'un qui est supposé être neutre, comme le président de la CEI, et quelqu'un d'autre nommé par un potentiel candidat pour défendre ses intérêts, surtout en matière de l'application de ce système frauduleux mis en place comme le secrétaire général. Par conséquent, la confrontation de deux visions différentes, créant la confusion, devra amener forcément la division. Or, c'est le contraire que nous avons été tenus de voir. Ce qui voudrait dire que les deux avaient la même vision. Et cela n'était pas normal, au vu de la prestation de serment faite par
Monsieur le Président de la CEI. Peut-être que c'est aussi une sorte d'application intelligente de ces 2 décrets de nomination. On ne sait pas. C'est lui ce qui peut nous expliquer. 5e incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI et première incongruité. Dans de telles situations, pour prévenir un éventuel blocage de la CEI, nous avons proposé au président de la CEI, à travers le document se rapportant à la restructuration du secrétariat général en sa possession, de détacher la DOER du secrétariat général et de la rattacher directement à la présidence, comme ça a été le cas de la DAF dès sa prise de fonction. Et cela pour ces 2 raisons citées précédemment et une raison technico-managériale qui se définit comme suite. Cette raison technique s'est fondée sur la théorie 2080 du socio-économiste italien Vilfredo Pareto, dont l'analyse dit ceci. 20% des articles en magasin représentent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Suivez-moi bien. Cela implique que ce type d'article, dont la gestion est toute particulière, devra faire l'objet d'une attention spéciale différente des autres articles de la part du responsable. Leur existence est la clé d'accumulation de ressources ou de richesses de l'entreprise. Ainsi, le responsable de l'entreprise devra suivre de près l'évolution et la gestion de ces articles personnellement. Il ne doit pas avoir de rupture de stock. Donc, il doit suivre de près ces articles. Pour ramener cette théorie de gestion logistique à notre institution, en matière de gestion managériale, la DOE fait partie des 5 grandes directions de la CEI selon l'organigramme établi actuellement. Il y en a 4 qui sont rattachés au secrétariat général et il y a une grande direction qui est rattachée à la présidence. Donc, mathématiquement parlant, représente 20% par rapport au nombre de directions, la DOE, et initie au moins 80% de toutes les activités de la CEI correspondant à au moins 80% de son budget. Par conséquent, ce genre de direction devra être traité de façon particulière par le président de la CEI. C'est cette raison scientifique, selon la dite théorie, qui justifie notre proposition de rattachement de la DOE à la présidence de la CEI. Mais ce n'était pas nécessaire parce que, dans le cas d'espèce, le président de la CEI et le secrétaire général de la CEI, tous les 2 nommés par le président de la République, candidat, avaient la même vision, sinon la même feuille de route, celle de défendre les intérêts du parti politique majoritaire dans les instances de la CEI. Si ce n'était pas le cas, alors le président de la CEI devrait en toute responsabilité et légitimité récuser ce secrétaire général-là. Ainsi prend fin la 3e partie de la vidéo numéro 2. À tout à l'heure pour la 4e. Merci bien.